Notre premier invité, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services ici à New York. Merci d'être avec nous, Grégory. On parle avec vous de ce qui s'est passé, les résultats de la présidentielle américaine, cette victoire inattendue de Donald Trump. Alors on en a beaucoup parlé, bien sûr, mais victoire de Donald Trump, échec d'Hillary Clinton? C'est une bonne façon de poser la question. Essayons de voir pourquoi Donald Trump a gagné et pourquoi Hillary Clinton a perdu. Je crois que ça a été principalement une question de mobiliser le bon électorat. Ouais. Et que dans le cas de Hillary Clinton, en fait, le message qui aurait dû être le sien, qui est le message quand même traditionnel des démocrates, c'est un message qui devrait s'adresser aux gens, en gros, qui sont dans le besoin, qui sont dans l'angoisse. Et ce n'est pas le cas? Ça n'a pas été ressenti comme ça. Il faut voir que quand même maintenant, Hillary Clinton était devenue ce qu'on appelle l'establishment. Ouais. On peut même pas dire que c'est la gauche caviar. C'est vraiment des gens, les Clinton, qui sont devenus extrêmement riches. Il faut savoir que, par exemple, Bill Clinton, quand il faisait un discours, il était payé $500 000 pour une demi-heure de discours, et pratiquement la même chose pour Hillary Clinton. C'est des gens qui avaient des liens tellement proches avec tous les milieux bancaires, avec tous les milieux d'affaires. Avec des levées de fonds quand même assez incroyables. Colossal. Ouais. En fait, elle a levé 500 millions de dollars, alors qu'en fait, Donald Trump a pratiquement financé lui-même sa campagne avec son argent. Donc, Et un système, d'ailleurs, si on rentre même dans le détail de ces procédés de levée de fonds, on passe par ce qui s'appelle les Hill Blazers, toutes ces personnes qui organisaient des événements, où il fallait payer son ticket d'entrée, assez cher d'ailleurs, pour y participer, pour voir soit Hillary Clinton, soit Bill Clinton, la fille, ou alors le VP, ou toute personnalité autour de la campagne d'Hillary Clinton. Oui, moi-même, je recevais tout le temps des invitations à dîner, c'est toujours très agréable, et puis on vous disait, vous allez peut-être, vous aurez l'honneur de rencontrer ou bien Hillary Clinton. Si vous voulez une photo avec elle, ça sera $10 000. Ouais. Si vous voulez passer 1 heure avec elle, ça sera 20. Mais si vous voulez vous asseoir à sa table, ça sera $50 000. Donc en gros, c'est un peu l'exemple que les Clinton ont vendu leur accès. Ils ont vendu l'accès du pouvoir. Et ça s'est quand même, je pense, vraiment ressenti, surtout au moment où Donald Trump parlait à quand même une grande partie de la population aux États-Unis. On les appelle les white collars, on les appelle des blancs qui ne sont pas très éduqués, mais c'est quand même 25 ou 30% de la population qui sont des gens qui sont franchement ou bien dans le besoin, ou qui n'ont pas de travail, ou qui n'ont pas d'assurance, ou qui ne peuvent pas se payer leur assurance, qui ne peuvent pas payer l'éducation de leurs enfants parce que ça coûte trop cher. Enfin, des gens qui ne sont pas vraiment satisfaits du statu quo. Et je pense qu'elle n'a pas bien réussi à faire passer un message. Elle était à la fois usée et trop proche, je pense, des milieux les plus aisés, les plus riches, une sorte de bulle. En fait, elle n'a pas réussi à sortir de cette bulle, alors que Trump, on le voyait vraiment aller partout à la rencontre des gens. Elle n'est même pas allée dans ces États compliqués, tangents, comme le Wisconsin, par exemple. Absolument. Et quand elle faisait, par exemple, elle a fait une grande soirée quelques jours avant l'élection à Philadelphie. Philadelphie, c'est vraiment la ville la plus démocrate. C'était pratiquement du temps perdu. Et puis elle a amené Beyoncé, Jay-Z, des grandes vedettes. On l'a vu, avec Katy Perry et compagnie. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que les gens pensent? Si vous-même, vous avez de la peine à payer vos fins de mois, que vous habitez dans une campagne, que vous avez même plus de voiture parce que vous ne pouvez pas payer l'essence, et puis que vous voyez ces vedettes qui gagnent des centaines de millions de dollars par année, est-ce qu'elles vous représentent encore? Et je pense que c'est ça. Les démocrates se sont coupés de leur base, et c'est comme ça qu'ils ont perdu. Bon, des Américains qui ont voté donc le changement, mais est-ce qu'on va vraiment avoir un changement oui, on va l'avoir. Donald Trump? Alors oui, on va l'avoir. Et ça va changer je dirais... Parce qu'il nous a fait quand même de nombreuses promesses qui sont un petit peu extrêmes pour certaines. Ça va, on va y arriver. Prenons peut-être pour démarrer ce mur. Est-ce qu'il va réussir à... Oui, alors je dirais il y a deux choses. Il y a le discours à la fois populiste, peut-être démagogique, ou certainement démagogique de Donald Trump. En tout cas, ce qu'on peut dire, par exemple, en étant à Wall Street, ce que les marchés ont salué sur les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump, c'est pas
pas le projet de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Ah oui, mais qu'est-ce qui d'ailleurs, vous avez raison de parler de Wall Street, on a eu sur la nuit des résultats, le Dow Jones a perdu jusqu'à 800 futurs, 800 points. L'ouverture en hausse, le lendemain on était sur un niveau record sur l'indice Dow Jones. On applaudit Donald Trump? Non, c'est pas ça, hein, c'est repositionnement de portefeuille. Non, je dirais... C'était quoi cette réaction? Je dirais que c'est un pari sur la croissance, mais pas juste sur la personnalité de Donald Trump, mais en regardant tout simplement le programme des républicains économiques et en le regardant d'une façon, je dirais, apolitique. Si vous le regardez... vous l'avez vu où le programme? On le voit, Paul Ryan a publié son programme. Et Donald Trump a aussi publié, alors c'est pas des très très longs papiers, tout le monde peut comprendre ce qu'il dit, mais quand il dit « je vais couper les impôts », je vais baisser les impôts, c'est facile à comprendre, mais c'est surtout aussi très facile d'imaginer que c'est très positif, à la fois pour l'économie et à la fois pour le consommateur. Alors, première chose, je dirais, le marché, il est très heureux d'avoir maintenant ce projet de baisse d'impôts, et pas seulement l'impôt sur les revenus, mais surtout, je dirais, l'impôt sur les compagnies. Vous savez que les compagnies aux États-Unis, c'est taxé à 35%. Voilà, ils proposent 15%, ça va être fait. Ça va être fait là, vous êtes sûr de ça? Je suis sûr, autant que je puisse l'être, mais je pense que non seulement ils doivent le faire, mais c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire. Et quand on va baisser les impôts sur les compagnies aux États-Unis de 35 à 15%, ça fait une grosse différence. Ça fait une différence qui a déjà été estimée, je lisais un papier ce matin, une augmentation des profits en une année de 30% par compagnie. Alors, quand vous êtes un investisseur, vous êtes Wall Street, vous voyez ça, vous dites, bon, peut-être qu'on reparlera du mur, peut-être qu'on reparlera de la Chine qui manipule le yuan, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a un programme qui va stimuler la croissance. Cette croissance, elle est anémique, et surtout, je dirais, si on regarde pourquoi on a un peu de croissance aux États-Unis, c'est grâce à 8 ans de politique monétaire, vraiment à la fois laxiste et accommodante. Sauf que maintenant, la Fed ne peut plus rien faire. On le sait très bien depuis longtemps. La Fed ne peut plus stimuler l'économie. Et les marchés s'étaient un peu résignés à ce qu'on continue comme ça dans cette croissance molle avec Hillary Clinton, etc. Et puis on se rend compte maintenant qu'il y a une autre chose qui va arriver. Il va y avoir donc ces baisses d'impôts très fortes. Il va y avoir des programmes d'investissement extrêmement importants dans les infrastructures. D'ailleurs, on a vu les réactions de Caterpillar et compagnie. Et puis des tas de régulations qu'on peut aimer soi-même. Regardez, personne n'est pour la pollution. Moi, je suis contre la pollution, c'est clair. Mais une des premières choses que va faire Donald Trump, ça va être autoriser le fameux pipeline qui va relier le Canada aux États-Unis, autoriser toute la prospection pétrolière, baisser toutes les limitations d'émissions au niveau du charbon. Tout ça, évidemment que c'est pas très beau, mais pour les milieux financiers, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Et la même chose pour la réglementation sur les banques. Alors vous me direz, oui, les banques, elles l'ont bien mérité. Les banques, elles ont provoqué la crise en 2008. Oui, on le sait. Sauf que maintenant, les banques, elles ont été complètement étouffées par Dodd-Frank. Les banques n'arrivent plus à vraiment gagner de l'argent. Et une banque qui ne gagne pas de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas participer à la vie économique à ce qu'elle est censée faire. Donc on va même relancer, je pense aussi, l'activité des banques. Et je pense, disons qu'au niveau économique, il y a une chance qu'on ait une croissance beaucoup plus importante l'année prochaine grâce à l'élection de Donald Trump, il faut le dire. Et c'est ça, en tout cas, que les marchés ont salué. Est-ce qu'il y a quand même, bon, on l'a vu, on comprend bien ces secteurs-là, est-ce qu'il y a au contraire des secteurs là qui vont faire un petit peu la tête? On l'a déjà vu, on voit un petit peu toutes les valeurs Obamacare par exemple, des valeurs aussi comme l'automobile avec des gros investissements au Mexique par exemple. Quels sont ces... Oui, alors on peut imaginer par exemple que des secteurs, je dirais les énergies renouvelables. Voilà encore une très belle chose. On est tous pour le vent et le solaire. Sauf que vous avez eu énormément de compagnies aux États-Unis qui ont été subventionnées par Obama, enfin par les démocrates, des compagnies qui perdent énormément d'argent. Et on voyait l'exemple même
d'une compagnie qui est très proche de Tesla, hein, c'est SolarCity. Ouais. D'ailleurs, Tesla aussi a été incroyablement subventionné. C'est bien ça, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est une Tesla? C'est une voiture qui coûte 100 000 $. C'est la voiture des riches de la côte ouest des États-Unis. Donc il y a un peu ce dévoiement, je pense. C'est formidable d'aider les énergies renouvelables, mais si ça rend des gens milliardaires et que ça fait fabriquer des berlines de luxe, il y a peut-être un problème. Ouais. Bon. Peut-être. Bon, bah alors c'est une bonne nouvelle, là, Donald Trump. Ben, je dirais qu'économiquement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle. On était vraiment dans une stagnation énorme aux États-Unis. Et souvenez-vous ce qu'a dit Mario Draghi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais la Banque européenne, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle a fait tout ce qu'elle peut. Ouais. Il faut maintenant qu'on passe à des programmes fiscaux. Qu'est-ce que ça veut dire fiscaux? Ça veut dire que c'est les gouvernements maintenant qui doivent prendre le relais des banques centrales pour stimuler l'économie. Et les gouvernements ne le font pas. Évidemment, les gouvernements sont encore obsédés par les déficits. Prochaine chose qu'on va voir aux États-Unis l'année prochaine, et ça explique beaucoup la hausse des taux d'intérêt de ces derniers jours, ça va être une augmentation des déficits. Oui, ça, oui, on ne va pas y échapper. Alors du coup, ça veut dire quoi pour la Fed là, on avait une hausse des taux qui était attendue sur le mois de décembre. On voit que les anticipations sont un petit peu calmées. On va avoir des hausses de taux Oui. Alors c'est une très bonne question parce que ça devient pour une fois intéressant parce qu'on disait toujours la même chose de la Fed. Oui, là, ce qui devient, je dirais, très intéressant, c'est qu'en l'espace de 3 jours, l'élection de Trump a fait tout le travail que la Fed voulait faire en 2 ans. Il a fait monter ses taux d'intérêt. Hein. La Fed hésitait, on a peur, on va bouger les taux de 0,10, 0,20%. Vous regardez les taux longs, ils ont monté de 0,70, 0,80% en 3 jours. Donc il y a déjà eu ce phénomène en fait de hausse des taux sous nos yeux, sans que la Fed n'ait besoin d'intervenir. Pourquoi? C'est parce qu'actuellement, si on a des taux à 0, c'est parce qu'on n'a pas du tout de croissance. Ouais. Et même un investisseur qui n'aime pas avoir des taux qui montent, si on lui dit oui, les taux vont monter, mais la croissance, elle va passer de 2,5 à 4%, eh ben, il va tout à fait être d'accord que ces taux montent un tout petit peu. Donc la Fed, finalement, elle va devoir remplir là un de ces 2 mandats, être très vigilante par rapport à l'inflation. Parce qu'avec tous ces plans de stimulus, avec ces baisses d'impôts, avec ces plans de construction d'infrastructures, c'est beaucoup d'argent qui va rentrer dans l'économie et c'est peut-être vraiment de l'inflation qui va revenir. Et la Fed, un de ses rôles, ça va être justement de veiller au grain et de se donner les moyens, s'il y a un ralentissement économique, à ce moment-là, de recommencer une politique monétaire. Mais donc là, risque de voir Janet Yellen partir là, parce que partir d'elle-même. Donald Trump a eu des mots un petit peu durs, quoi. Écoutez, il a eu des mots durs sur tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Il a eu des mots. Il disait qu'Obama n'était pas américain et résultat, il s'est retrouvé dans le bureau d'Obama avec des grands sourires. Ouais. Donc, non, ce que je dirais, c'est que Janet Yellen, je ne pense pas qu'elle va partir, il n'y a pas de raison qu'elle parte, mais ce qui va se passer, c'est qu'en 4 ans, des tas de membres de la Fed vont arriver à la fin de leur mandat, et les nouveaux membres qui vont arriver vont être choisis par Donald Trump. Et je dirais que carrément la chose la plus importante après l'économie, c'est à quel point Donald Trump ne va pas seulement influencer le marché sur 6 mois, il va influencer les États-Unis peut-être sur 10, 15 ou 20 ans avec la formation de la Fed, mais aussi énormément avec la Cour suprême. Quand vous nommez quelqu'un à la Cour suprême, ce qu'il va faire, peut-être une des premières choses qu'il va faire, non, il a déjà dit qu'il n'était pas intéressé. Ouais. Mais pourquoi pas d'ailleurs, ça serait pas un mauvais choix. Mais ce que je dirais, c'est que la Cour suprême, c'est elle quand même qui est le garant de la Constitution, mais qui est aussi très libre d'interpréter cette Constitution. Et il peut totalement la faire passer à droite, du côté vraiment républicain. En ce moment, on est 4-4. Et on pense qu'il va refaçonner cette Cour suprême. Avec Jim, il y a le nom qui circulait de Jamie Dimon là, au poste de secrétaire au Trésor. Ça pourrait être une bonne chose, ça, ou écoutez, je pense que c'est un peu caricatural, parce qu'après que JP Morgan ait payé des, je sais pas, 9, 10, 15 milliards d'amendes, etc. Au fisc américain, d'imaginer. Non, je pense que il fera très très attention d'avoir des gens qui ne seront pas critiquables et qui ne sont pas en fait en plus vus comme étant des gens qui étaient très proches des Clinton. Mais par contre, on parle de quelqu'un qui est un ancien de Goldman Sachs, dénommé Mnuchin.
encore, voilà. mais ça, qui était voilà. Ça, mais du coup, on veut du changement, on veut pas un ancien Goldman Sachs. Je dirais pas que je veux personnellement un ancien Goldman Sachs, mais on veut quand même des gens qualifiés. Ouais. Et on a tellement reproché à Donald Trump de ne pas avoir une équipe qualifiée que peut-être là aussi ça va être la surprise, c'est qu'en fait il va s'entourer de gens très qualifiés. N'oubliez pas ce qu'on disait de Ronald Reagan quand il a été élu. On disait c'est un acteur de série B. Résultat, en l'espace d'une semaine, il a nommé des gens dans son équipe qui sont des gens qui font encore référence maintenant en matière de politique. Donc attendons de voir déjà la semaine prochaine, je pense, les premières nominations de Donald Trump pour voir un peu quelle va être la profondeur, la qualité et le professionnalisme de son équipe. Bon, en tout cas, oui, effectivement, hein, grande date, très important pour voir la suite. Du coup, là, on a l'impression que vous êtes quand même assez optimiste. Le Dow Jones, là, on a atteint de nouveaux records. On va continuer sur ces records? Mais je suis optimiste. Alors, les records, vous savez, c'est toujours la même chose. On a monté très vite en anticipant tous les effets favorables de la future politique des Républicains. Pour le moment, on n'a pas parlé des effets défavorables. Hein, et c'est pas encore rentré non plus dans la tête des investisseurs. Peut-être qu'il n'y aura pas toutes ces réclamations comme renégocier les tarifs commerciaux, etc. Donc, pour le moment, on a vu les bonnes choses. Le marché monte, il anticipe. N'oubliez pas qu'il sera président que le 20 janvier. Encore un peu de temps. Donc je pense qu'on va avoir encore des vagues sur les marchés, c'est certain. Bon, merci beaucoup en tout cas, Grégory, pour votre analyse sur cette victoire de Donald Trump. Quelle Amérique donc après l'élection, après cette victoire. On se retrouve dans quelques instants. On va changer complètement de thématique. On va vous parler d'innovation dans le retail avec l'experte Catherine Barba. Restez avec nous. BFM Business.